Bonjour, plus bonsoir. Mais bon, en tout cas, je vais commencer. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Mais si vous ne le savez pas, dans le fond, aujourd'hui, ce que vous avez vu, ce que vous venez de voir, en fait, c'est l'étoile qui représente ma vie. En fait, ben, une petite partie de ma vie. Ça représente ma dysphorie de genre. Je vais vous donner la définition tout de suite. La dysphorie de genre, c'est tout le mal-être qui est associé à la déconnexion entre ton genre dans ta tête puis ton sexe biologique. Fait que dans le fond, moi, je suis née fille, mais dans ma tête, je savais que j'étais un gars. Fait qu'à quelque part, les deux pièces du puzzle, ils s'emboîtaient pas. Puis un puzzle, ben, il faut que ça s'emboîte habituellement. T'sais. Fait que je vais commencer. C'est le moment témoignage. Si à un moment donné, vous voulez sortir, vous pouvez. Ça me dérange pas. Je vous retiens pas. Je suis pas un prisonnier, un agent carcéral qui vous garde en dedans. Fait que je vais commencer avec mon enfance. Je vais aller chercher la toile. Cette toile-là s'appelle Manipuler. Puis, dans le fond, c'est beaucoup comme ça que je me suis sentie, mais avec le recul, parce que dans mon enfance, j'ai eu une enfance, somme toute, très heureuse. J'étais un enfant comblé. Je suis née le 14 septembre 2003, une grosse petite fille de 10 livres. Mais bon, hein? Excusez maman, je suis sortie de même. Ouais, j'étais heureux, mais je vivais pas dans mon bonheur. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ton bonheur, c'est plus important que le bonheur de tes parents. Je vivais dans la perfection, être la meilleure petite fille, la fille avec les meilleures notes. Il fallait que je sois bonne partout, parce que si je ne l'étais pas, pour moi, j'avais échoué à quelque part. Puis c'était... La déception, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Moi, je devais performer. Si je performais pas, ben c'était l'enfer. Fait que je me sentais manipulée non seulement par la société qui me mettait des idéaux inatteignables, parce que on voyait les petites filles avec les robes qui portent du rose puis les jupes, mais moi, je voulais le bleu, les pantalons puis me rouler dans la boîte. Ouais. Fait que les idéaux m'ont un peu rejeté. Puis dans le fond, je voyais la société puis tout ça comme une grosse main qui me manipulait, puis j'étais juste un petit pantin là-dedans. Puis dans le fond, j'étais pas grand-chose. Mais bon. À un moment donné, j'ai frappé un mur. Puis ce mur-là, il s'appelle la puberté. Oh. Tout va bien. Fait que ouais. Secondaire 1. La puberté. Fait que dans le fond, mes seins ont commencé à se développer, j'avais plus de hanches, j'avais des formes. Mais le pire dans tout ça, j'avais des menstruations. Toutes les personnes qui ont vécu ça, force à vous, vous êtes des guerriers et des guerrières. Je suis énormément fière de vous, parce que moi, je n'étais pas capable. Je me sentais tellement déconnectée avec mon identité de femme, je n'étais pas capable de me sentir comme une femme. J'avais l'impression que tout le monde était là, mais moi, j'étais là. Puis, à un moment donné, tu te dis, ça marche pas, là, j'ai comme tout ça à remplir en pas longtemps. Là. Fait que mon secondaire 1 s'est résumé à développer beaucoup de complexes envers moi-même qui n'étaient pas faciles à vivre à tous les jours. Je m'aimais pas, j'aimais pas avoir des seins. Habituellement, les filles, quand ils regardent leurs seins, ils sont comme « Oh my God, j'en ai pas assez, j'en veux plus ». Mais moi, c'est « Oh my God, j'en ai, j'en veux pas ». Mais la vie, c'est pas tout le temps juste, fait que j'en avais. Youhou! Mais ouais, cette toile-là, dans le fond, l'iris, ben, c'est un œil parce que c'est pour toute la perception de soi-même puis l'image de soi. Il y a l'iris qui est rouge à cause du sang des menstruations, hein? On connaît ça? Arc. Puis le noir, dans le fond, toutes les splashes noirs, c'est... Excusez-moi, je suis pas censée renifler dans le micro. C'est le vide intérieur, c'est le bobo en dedans qu'on ne sait pas mettre le doigt dessus. Ce qui m'amène à ma deuxième toile, mais troisième.
OK, elle a tenu celle-là. Ça m'amène à l'aptophobe. En même temps de développer mes complexes, j'ai développé une phobie assez horrible à vivre à tous les jours. Je suis devenue aptophobique. L'aptophobie, c'est une phobie, wow, surprise, mais c'est surtout la phobie du contact physique. Je m'haïssais vraiment, tu sais, je niaise pas quand je me dis que je m'haïs, j'étais pas capable de me regarder dans le miroir, mais j'étais encore moins capable que les autres me touchent. Parce que j'avais l'impression qu'ils touchaient pas une vraie personne, puis qu'ils touchaient juste genre une poupée. J'avais pas l'impression, genre, d'être la personne qui voyait, puis la personne qui touchait, j'avais l'impression d'être rien encore. Fait que j'étais plus capable de laisser personne me toucher, ça a été... C'est dur à vivre parce que je vis encore avec l'aptophobie, mais c'est un long combat, c'est de faire d'une phobie. Les personnes qui sont phobiques le savent. Mais chaque jour, j'essaie de plus m'ouvrir aux autres puis de mieux m'accepter physiquement. Puis dans le fond, ben, c'est un dos, puis il y a des mains. C'est ça. Ça m'emmène à la troisième partie de mon témoignage qui s'appelle « Recherche de soi ». Ben oui. C'est quelle toi, ça? Dans la vie, quand tu te dis que ça va pas bien, tu te dis aussi « faudrait que je règle le problème ». Ben, je me suis dit « faudrait que je me trouve ». Fait que j'ai recherché, beaucoup, longtemps. C'est Google, ça existe pour une raison, fait que je l'ai utilisé. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Grosse journée. Puis, dans le fond, secondaire 2, j'ai juste fait ça. Je me suis cherchée, je voulais savoir qui j'étais, mais surtout pourquoi je me sentais comme ça. Puis un jour, ben, j'ai trouvé. Je suis juste trans. C'est tout! Dans le fond, c'était pas plus compliqué que ça. Mais en sachant que j'étais trans, que j'étais un gars, mais je savais aussi que ça allait devenir un chemin dur à suivre, puis que j'allais m'embarquer dans une épreuve assez grosse. On va mettre ça comme ça. Puis je ne savais pas à ce moment-là c'était quoi la dysphorie. J'ai eu mon diagnostic 2 ans plus tard, mais ça, cette belle personne-là, elle était dans ma tête. Puis elle l'est encore. Puis elle me disait les pires choses que quelqu'un peut entendre. Puis ça, ben j'imagine que je le dirai jamais parce que je veux que personne entende ça. C'est trop dur. Puis je l'entends encore, mais avec le temps, t'apprends à ne plus l'écouter, ne plus le croire, surtout. Puis on va dire qu'en secondaire 2, je savais pas que fallait pas que je l'écoute. Excusez-moi. Ça m'amène à la quatrième partie de mon témoignage, le coming out. Quand tu découvres que tu as une identité de genre différente ou une orientation sexuelle différente, tu te dis, ben, il faudrait que le monde le sache, évidemment. Puis, ben, ça amène un coming out, dans la plupart des cas. Des fois, il y a des personnes qui ont tellement une famille ouverte qu'ils n'ont pas besoin d'en faire. Mais moi, ben, j'ai dû en faire un. J'ai commencé par devoir m'accepter moi-même. Parce que moi, selon ma philosophie, c'est tu t'acceptes toi avant de laisser les autres t'accepter. Ça m'a pris environ 6 mois à m'accepter parce que je me trouvais anormale. La normalité, la gang, ça n'existe pas. Surprise, surprise. Puis ça a été dur à vivre, à s'accepter. Parce que quand tu vis dans un corps que tu n'as pas l'impression qu'il t'appartient, il faut que tu acceptes que ce corps-là, il va changer, mais avec le temps. Puis il faut que tu trouves la force de t'aimer en dedans, puis pas à l'extérieur. Fait qu'à peu près 6 mois après avoir découvert que j'étais trans, je l'ai dit à ma meilleure amie qui est présente. Je la regarderai pas parce qu'elle va être super gênée. Puis ça a super bien été. Ah, elle s'est reconnue. Ouais, fait qu'elle s'est reconnue. Je lui ai dit, elle a super bien pris. Direct, quand je lui ai dit, elle a commencé à changer ses pronoms, à m'appeler Dylan, parce que si vous ne le saviez pas, ben, je m'appelle Dylan.
Puis ça a été la meilleure première personne à qui le dire. Si c'était à refaire, ce serait la première personne à qui je le dirais. Puis après, excusez-moi, je l'ai regardé puis ça m'a fait rire. Après ça, le 13 septembre 2017, si vous vous souvenez à quelle date je suis née, ben vous savez que le 13 septembre 2017, c'est la veille de ma fête. Ça a été la pire erreur de ma vie de le dire le 13 septembre parce que ça a gâché ma fête, là, mais sur un moyen temps. Je suis sûre que c'était pas le but de mes parents, mais ouais. Je l'ai dit à mes parents la veille de ma fête. Je leur ai écrit une lettre à chacun que je leur ai donnée séparément. J'étais allée me cacher dans ma chambre parce que j'avais trop peur de leur regard, de leur opinion, de leur jugement. Puis j'avais légèrement raison, excusez-moi parents, mais j'avais un peu raison parce que mon père voulait pas en parler, puis ma mère m'a dit « Aujourd'hui tu te sens comme ça, mais peut-être que demain tu te sentiras pas comme ça. » Guess what, maman, je me sens encore comme ça après 2 ans. Je pense que ça passera pas. Fait que, oui, je l'ai dit à mes parents, ils l'ont pas super bien pris, mais en même temps, il faut les comprendre parce que de certains côtés, il y avait un deuil à faire. C'était un peu la mort de leur petite fille, mais en même temps, c'était la naissance de leur fils. Puis, ouais, ça a été dur à vivre. Ça leur a pris 6 mois avant de m'accepter, mais ce 6 mois-là a été bombardé d'anxiété, de phases dépressives et de bien des pas belles choses, on va dire ça comme ça. Ça leur a fallu une rencontre avec mon médecin, ma travailleuse sociale puis ma psychologue pour qu'ils se rendent compte que c'est pas juste une vie, que Dylan, ben, il est là pour rester. Puis, ouais, mais après ces 6 mois-là où ils ont commencé à m'accepter, ma vie elle a changé parce que maintenant, ben, j'ai des parents super puis je les aime full. Fait que maman, papa, je vous aime en tabouère. Pour pas dire tabac. Puis après mon coming out à mes parents, ben, ça a pris un peu plus de temps avant que je le dise à l'école parce qu'ils ne le voulaient pas, mais tous les élèves à l'école étaient au courant. Et il n'y en avait pas un qui osait dire mon nom d'avant, que je ne nommerais pas parce que c'est trop dur à dire. Mais ouais. Mon coming out à l'école, ça a été super, j'ai eu aucune intimidation, rien. Puis tout le monde l'a super bien pris. Puis ça amène à mon prochain point du témoignage. Mon début de suivi pour ma santé mentale. Ma santé mentale. Elle m'a pris un coup. Mais ouais. J'ai commencé avec... J'ai écrit des choses parce que j'ai trop de choses à me souvenir. J'ai commencé en travail social en secondaire 3, au début secondaire 3. Je l'ai suivi pendant un bout, environ 8 mois, à peu près. Après ça, elle est partie. Fait que là, j'ai dû me trouver une psychologue. La psychologue, je l'ai eue vers fin secondaire 3. Après ça, j'ai eu un autre psychologue dans l'été après secondaire 3. Que celle-là, elle a enfin pu me donner mon diagnostic de dysphorie de genre. Fait qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, je savais enfin c'est quoi qui se passait en dedans de moi. Puis, je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de savoir que t'es pas Excusez-moi. Il y a quelque chose qui marchait vraiment pas, c'est pas juste moi, c'est pas de ma faute. Puis après ça, en secondaire 4, j'ai commencé mon suivi en psychiatrie, puis ben c'est, pour moi, là, honnêtement, c'est juste mon médecin qui me donne des médicaments, là, parce que, honnêtement, je sais pas c'est quoi la différence entre une travailleuse sociale, un psychologue et une psychiatre. Il n'y en a pas vraiment pour selon moi. Là, ça m'amène à mon prochain point. Cuba. Ah, Cuba. Comme je t'ai détesté. Je t'ai haï, là, mais d'une haine profonde. S'il y en a qui vont à Cuba cette année, l'année prochaine ou n'importe quelle autre année, ça va bien aller. Mais moi, ça a vraiment mal été. Mais ma situation en général faisait en sorte que, bonne chance dimanche, ça va pas être facile. Je savais que j'étais un gars, tout le monde savait que j'étais un gars, mais je devais vivre dans les dortoirs avec les filles, je devais me doucher avec les filles. Puis j'avais mal au dos parce que j'ai des problèmes de dos, j'avais mal aux genoux parce que j'avais des problèmes de genoux, j'en ai encore. On a monté une montagne, mais juste pour aller balayer des crottes de chèvre. À quoi ça l'a servi? Absolument rien, là. Puis cette montagne-là, là, c'est comme un de mes pires souvenirs de Cuba.
OK? Fait que, Rose, si tu m'écoutes, ne fais plus jamais ça. La montagne, on s'en est tous foutus. OK? Fait qu'on peut s'entendre que la montagne, je ne l'ai pas aimée. Mais ouais, peut-être que la seule chose que j'ai aimée de Cuba, c'est les étoiles. Donc, si vous avez la chance d'aller à Cuba, allez voir les étoiles, parce que c'est vraiment beau le soir. Je retournerai juste pour les étoiles, parce que le reste, la bouffe, le monde, rien. J'ai pas aimé ça, moi, là. Juste les étoiles. Ça m'amène à mon emploi d'été. Une autre partie de mon témoignage. Ouf, mon emploi d'été. C'est l'été qu'on vient de passer. J'étais concierge dans les écoles. Tu sais, la job qui te valorise pas tant, là. Ben, moi, j'avais ça. Mais tu sais, une job d'été, c'est pas nécessairement pour se valoriser, là. C'est plus pour se faire de l'argent, on s'entend là-dessus, là. Les petits jeunes dans la salle, vous me comprenez. Même les plus vieux, vous devez savoir. Mais ouais, je nettoyais les écoles. Et la personne avec qui je nettoyais les écoles, oh, je t'ai détesté. Je n'aimerais pas ton nom, je ne dirais pas qui tu es. Mais je t'ai détesté avec autant de haine que Cuba. Autant de haine que la montagne de Cuba. Ah, sainte. Cette personne-là, que je nommerai pas, a fait en sorte que mon image de moi a énormément baissé. Cette personne-là me traitait comme si j'étais une fille. Même si je lui avais dit ouvertement que, hey, je suis un gars, là. Tu sais, je suis pas une fille, je suis un gars, c'est tout. Mais non, cette personne s'entêtait à m'appeler par mon ancien nom, puis utiliser des pronoms féminins. C'était l'enfer. Mon estime de moi a pris une méchante débarque. Et alors, pas vraiment remonté. Mais c'était dur, c'était pas le fun. Puis mon emploi d'été, âme sensible, couvrez-vous les oreilles. Mon emploi d'été a mené à mon début d'automutilation. Ouais. Je dirais pas comment, je dirais pas où. Mais je me coupais. Je me coupais pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça continue. Tout ça, toute mon estime de moi, a fait en sorte que ma santé mentale, elle a pris une méchante débarque. Tu sais, quand tu drops, là, mais tu drops en sainte bénite, là, tu drops. Ça m'amène à transpercer. Et ouf. On va mettre un petit sensor là-dessus. Âme sensible, ne regardez pas. Ouais, ma santé mentale a chuté. La plus grande chute que tu as jamais vue. C'était horrible. J'ai eu plusieurs phases dépressives, on va dire ça. De l'anxiété, énormément, des crises de panique presque à chaque jour. Excusez-moi. J'ai de la misère à parler, je suis un peu fatiguée. Mon automutilation a continué, même elle a augmenté. C'était plus une fois de temps en temps, là, c'était rendu tous les jours. Ouais. C'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Puis voilà un mois, tout ça, toutes ces belles causes-là ont amené à ma première, seule et dernière tentative de suicide. Non! On ne fait pas ça. C'est non. On fait pas ça. Que je vous vois un de vous autres essayer de faire ça. C'est non. Ah! Excusez, ma toile, elle a encore essayé de tomber. Elle n'a pas tombé. Je l'ai survécu. Je l'ai sauvée. Ouais. Fait que ma tentative de suicide de v'là un mois a amené le 25 novembre 2019 à mon hospitalisation. Ma psychiatre, c'est pas seulement le docteur qui me donne mes médicaments, mais c'est aussi la docteure qui peut dire « Hey, tu vas pas bien, toi? Je te rentre dans l'hôpital. » C'était une décision commune entre elle et moi. Quand même. Ben, avec mes amis, parce que là, je me fais donner des gros yeux, là. Mais bon. C'était une décision commune. Et le 25 novembre 2019, un lundi, je tiens à préciser, je suis rentrée à l'hôpital. Là-bas, ça a vraiment pas été une grosse période de temps. Ça a été 5 jours. Excusez-moi. C'est une intervenante là-bas qui m'a fait un mini speech sur la durée des sessions.
sais, je vais utiliser les mots qu'elle a dit. Tu sais, Dylan, dans la vie, moi, là, j'ai des jeunes qui viennent puis qui vont rester 2 ans, là. Puis ça va pas avoir fait un grand impact dans leur vie, là. Mais j'ai aussi des jeunes qui restent pendant, genre, 5 jours. Puis ça fait un gros impact dans leur vie. Là, moi, j'avais regardé, j'ai fait « Ouais, José, t'as tellement raison. » Fait que, ouais, José, moi, j'ai été le 2e cas qui est resté 5 jours, mais que motadine que ça a fait une grande différence dans ma vie. Puis ça a fait la meilleure différence dans ma vie. Avoir été hospitalisé, c'est drôle à dire, mais ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée depuis un méchant bout. OK? Il faut arrêter de dramatiser l'hospitalisation. C'est pas la fin du monde. C'est juste un petit repos que tu as besoin une fois de temps... Ben, pas une fois de temps en temps. Que tu avais besoin. Puis quand t'en as besoin, ben Colin, prends-le, puis vas-y, là. C'est pas la pire chose du monde, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, Karine. Ça fait du bien, vous 2, vous 3, je sais pas combien de personnes ici sont allées, mais moi, on dit que ça fait du bien. Là-bas, j'ai fait un gros travail sur mon estime, j'ai fait un gros travail sur pourquoi je me mutilais, à quoi ça me servait, puis ça avait-tu vraiment de l'importance dans ma vie? Puis depuis le 25 novembre 2019, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de me mutiler. On continue la gang, OK? Je me mutile plus, c'est fini, rock on. Excusez, je vous sens des jokes, là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais ouais, depuis que j'ai arrêté de me mutiler, je dois dire que j'ai l'impression d'avoir recommencé à vivre, c'est drôle à dire, mais j'étais vraiment prise sous une dépression, ben pas une dépression, une dépendance que j'étais pas capable de me sauver. Je me sentais vraiment prisonnier là-dedans, j'avais l'impression d'être sous l'emprise, c'est calme à dire, mais j'étais sous l'emprise d'une âme, là. Tu sais, c'est rien qu'un objet qui avait autant d'impact sur moi, mais que j'étais pas capable de m'en défaire. Mais Colin, aujourd'hui, je suis capable de m'en défaire. Puis quand je regarde la lampe, je suis juste, OK, c'est une lampe, c'est tout. Je vais pas l'utiliser pour aller me couper les veines. Puis ils m'ont dit que ça fait du bien. Fait que le 30 novembre 2019, je suis sortie de l'hôpital, les 2 pieds par en avant, et j'étais très content de sortir. Parce que je pense pas qu'avoir resté plus longtemps, ça aurait fait grand-chose. Mais ça, on se le dit entre nous. Hein? On répète pas à personne. Et là, ça vient à la dernière partie de mon témoignage, aujourd'hui. Toi, Dylan, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, Dylan, merci de le demander. Je vais très bien, vraiment. Cette toile-là, c'est se retenir à la vie. Je pense qu'il y avait un merveilleux message en arrière. Selon mon père, c'est la plus belle. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une corde de pendaison, mais on ne l'utilise pas. Hein? Aujourd'hui, ben, je me sens tellement bien. Puis je vais vous lire la petite description de se retenir à la vie parce que je trouve que c'est la plus belle description que j'ai faite de ma vie. Se retenir à la vie. Tu t'accroches à ce que tu peux. Des fois, tu glisses, des fois, tu remontes. Mais tu peux pas tout laisser tomber parce que tu meurs si tu lâches. Puis moi, j'ai pas laissé tomber. Moi, je m'accroche à des petites choses. Ben, des plus grosses des fois, mais des plus petites aussi, des fois de taille moyenne. Mais en tout cas, dans la vie, il faut s'accrocher. Je pense que c'est important de s'accrocher. Puis voilà, aujourd'hui, je vais mieux. Je vous aurais peut-être pas dit ça il y a un mois, là, mais en un mois, il y a bien des choses qui sont changées. Aujourd'hui, je vais vraiment très bien. J'ai l'impression de revivre vraiment à 100%. J'ai pas l'impression d'être retournée dans mon cycle de phase dépressive. Ma vie a toujours été beaucoup en montagne russe, mais là, j'ai plus l'impression d'être capable de vivre mes beaux moments, mes tops de la montagne russe. Puis je suis capable de, quand je drop puis que je suis en bas, ben je sens que je suis capable de me remonter, puis je sais où aller chercher mon aide, puis à qui parler, puis comment me remonter. Puis ça, c'est grâce à l'hospitalisation. Thank you, Annick. Je t'aime bien. Puis mon avenir, comment je vois mon avenir? Mon avenir, ben, j'espère, ben, je vais finir mon secondaire 5 cette année. Hein? Youhou! L'année prochaine, cégep, Saint-Fé, l'autre bord, sciences nat. On dira rien là-dessus. Et puis un jour, je vais aller à l'université, probablement. Puis, ouais, je vais faire une job que j'aime, puis je vais vivre de ce que j'aime. Puis j'espère que, rendu plus loin dans ma vie, je vais aller bien, puis je vais vivre en tant que Dylan. Merci.
Dernière chose. OK, si vous autres, là, la gang, là, quand dans mon témoignage, il y a des choses qui vous ont brassé, que vous ne savez pas ce qui se passe en dedans de vous, ou que vous avez juste besoin de parler à quelqu'un, il y a Interligne qui, avant, était Guy Écoute. Tous les numéros que je vais vous dire, vous pouvez facilement les retrouver sur Internet. Google, ça ne sert pas juste à découvrir qui on est, ça sert aussi à savoir des numéros de téléphone. Ouais. Il y a aussi Tel Jeune, ça c'est plus pour les jeunes, hein? Désolé les plus vieux. Mais sinon, il y a aussi Info Sociale, notamment le 811. Le 811, même si vous n'avez pas de forfait, vous pouvez appeler, puis si vous en avez besoin, si vous sentez que vous êtes en perte de contrôle, call-in, appelez. Attendez pas, là. Moi, là, je veux tous vous revoir un jour, là, vous checker dans le blanc des yeux, puis vous dire « Hey, fais-tu prêt? T'es-tu prêt à ta ouaté? » Mais sinon, en dernier recours, oui, j'étais un peu funky à soir. En dernier recours, si vous n'allez pas bien, ben pas le dernier recours, le dernier recours, c'est l'urgence, mais j'espère que vous ne vous rendrez jamais jusque-là. Mais un recours aussi, c'est le Centre de prévention du suicide. Eux autres, c'est vraiment des professionnels là-dedans, ils savent ce qu'ils font, puis ils sont là pour vous, là. Fait que, utilisez-les, là. Call-in, hein? Ils font pas ça rien gratuitement, là. Ils font ça pour vous autres. Fait que c'est tout. Merci.